Oui, je sais, la France ressemble de plus en plus au Titanic. Mais moi, j'ai 4 bonnes nouvelles. C'est pas mal, 4 bonnes nouvelles pour la rentrée. C'est votre argent, c'est votre week-end. C'est l'émission de rentrée, c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on a décidé de faire un point sur la situation, allez, comment on peut la décrire, explosive qui nous attend en France. Faire le tri entre les craintes, les fantasmes et la réalité, ça va pas être simple. Et vous dire surtout comment gérer votre argent dans cette période troublée. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être crise, mais crise avec un S. Crise politique, ça c'est sûr. Crise économique, c'est sûr aussi. Mais va-t-on aussi vers une crise financière? C'est pas sûr. La question macro, quels sont les scénarios pour l'économie française dans les mois qui viennent? Et en deuxième partie de l'émission, on va passer tout de suite à la bourse. Évidemment, les marchés en général, mais on va essayer quand même de faire un focus sur les marchés français et voir si on a un potentiel aujourd'hui par rapport aux valorisations qu'on a. Et évidemment, on va comparer ça avec les valorisations américaines. Je rappelle que les marchés américains sont au plus haut. On va se poser la question la plus importante peut-être du jour pour ceux qui veulent gérer leur argent. Quelle allocation d'actifs dans cette tempête, parce qu'on peut parler de tempête, quel placement privilégié? On fera évidemment, ça n'a pas changé, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, ça n'a pas changé non plus. Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter deux Jedi de l'économie et de la finance. C'est notre championne de triathlon économique, croissance, inflation et taux d'intérêt. Rien n'a de secret pour elle. Valentine et nous, on a besoin de vos lumières dans ce brouillard. Vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Bonjour. Vous y voyez clair, vous? On a des idées. Ah, vous avez des idées? C'est déjà énorme. On va les partager. Ah bon? Ouais, c'est sympa. Des nuages, du cloud au soleil, de Sunny, il n'y avait qu'un pas qui l'a franchi allègrement. Louis de Montalembert est gérant chez Sunny Asset Management. Comment ça va, Louis? Très bien, Marc. Le moral est bon en cette rentrée? Excellent. Ah ben, vous êtes un des rares. C'est le brillant co-dirigeant d'une institution d'orfèvre de la gestion en France, Andrzej Kabalek. Vous êtes directeur de Moneta AM. Bonjour, Andrzej. Bonjour Marc, toujours des superlatifs. Non, parce que je le pense vraiment, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, surtout que j'ai regardé les performances depuis le début de l'année. Bravo. Merci. Vous pouvez nous donner peut-être une indication? Vous êtes autour de presque 25%. Alors, ça dépend de la gamme, mais le fonds large est à plus 18, les fonds petites valeurs sont à plus 25. C'est ça. Et on a aussi un long short qui a très bien performé puisqu'il a fait plus 15-16, alors qu'il est exposé au marché qu'à 40%. Oui, j'étais très impressionné par votre perf du fonds Small et Mid qui est autour de 25%. Bravo. Je le suis partout. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir vous expliquer et d'essayer de comprendre l'économie sur tous les réseaux sociaux et vous devriez faire de même. L'économiste qui murmure à l'oreille des dirigeants d'entreprise, c'est Denis Ferrand. Toujours un plaisir de vous revoir, Denis, directeur général de Rexecode. Tout le monde a le sourire. Je ne sais pas comment vous faites. Alors, ça fait depuis le début de la semaine que je parle à chefs d'entreprise, investisseurs, mais c'est la déprime totale. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine, c'est crise. Ne m'appelez ouais. jamais. Non, là, c'est sûr. Alors, on va pas faire du French bashing, on n'a pas besoin d'en faire. Ils se débrouillent très bien sans nous. C'est une rentrée quand même explosive. La crise politique continue. Elle a commencé avec la dissolution, cette idée brillante de notre président qui nous a envoyés dans le mur. Crise économique avec des Français qui ne consomment plus et qui épargnent. Vous avez sûrement entendu, vu que le taux d'épargne a atteint un nouveau record hors Covid. On a 18,9%. 18,9%. Pour vous donner une indication, aux États-Unis, ils sont à peu près à 6%. Et pour les États-Unis, c'est déjà un chiffre qui est très élevé, puisqu'ils étaient en taux d'épargne négatif avant la grande crise de 2008. Des entreprises qui ont décidé de plus investir, au moins jusqu'à la fin de l'année, peut-être pour l'année prochaine, des investisseurs étrangers qui nous prennent tout simplement pour des dingues en se disant mais comment font-ils avec un pays qui a autant d'atouts pour le saborder comme ça? Alors d'abord, est-ce qu'on est dans une crise économique ou dans une crise financière? Denis Ferrand. On est dans une crise politique, clairement. La crise financière attendra, je pense. Je ne pense pas qu'on soit à l'aube de voir une crise financière soudaine se manifester, parce qu'en réalité, on est plus dans le registre du nœud coulant que l'on est dans le registre le garrot, que dans le registre de l'effondrement. Et donc, parce qu'on est dans le nœud coulant,
Là, il y a crise économique, mais qu'est-ce que c'est qu'une crise économique? C'est une crise où on se prive petit à petit des moyens de rebondir, des moyens de retrouver de la croissance. Vous avez évoqué l'investissement en France, où effectivement... On a des chiffres déjà qui nous donnent des indications sur ce que je dis. Oui, ou est-ce tout à fait. que c'est juste une perception? Non, ça fait 2 ans maintenant, donc c'était même préalable à la dissolution. Depuis 2 ans, l'investissement des entreprises recule, on a fait -4 depuis le point haut que l'on avait touché à la mi-2023. Mais ce qui est assez marquant, je trouve, c'est que quand vous regardez les pays qui sont autour de vous, l'Allemagne, le Royaume-Uni en particulier, sont des pays qui sont en train de déployer des politiques favorables à l'investissement. Au 1er juillet, les Allemands ont mis en place une politique de suramortissement des investissements qui va faire que sur des achats de biens d'équipement, sur des achats de matériel de transport, les entreprises vont pouvoir amortir beaucoup plus rapidement les dépenses d'investissement qu'elles font et donc, ce faisant, payer moins d'impôts. Donc, vous avez vraiment une politique d'investissement très forte qui est déployée dans les autres pays. Et nous, au même moment, eh bien, on est en train de voir flancher parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix, et surtout parce qu'il n'y a pas véritablement d'horizon. En réalité, si on devait ajouter un terme aux crises que vous avez évoquées, crise politique, crise économique, crise financière, je pense qu'il y a un autre aspect qui est une crise d'horizon, parce que dire on va résoudre la dette, enfin on va attaquer la dette, on ne mobilise pas les gens sur une donnée comptable, vous ne donnez pas une stratégie, et puis in fine, on a une crise d'influence de la France. Parce que comme on ne fait pas le boulot du point de vue de nos finances publiques, on perd en sérieux, et progressivement, c'est la capacité à influencer les choix dans l'économie européenne qui s'atténue. À un moment où donc les autres pays, eux, font des choix très délibérés. Ok, on a compris, enfin les Allemands ont compris, ils se sont pris la crise du gaz, ils se sont pris la fermeture du marché américain. Ils pivotent, comme on dit maintenant. Ils sont en train de pivoter, et pour pivoter, il faut investir au moment où nous, on n'a plus les capacités de le faire. Denis Ferrand ne dit pas de crise financière. Pour moi, il y a la crise financière et la crise de financement. On a quand même une crise financière, on a une crise des finances publiques avec une dette qui est colossale, avec un déficit qu'on n'arrive pas à réduire. Alors pour l'instant, on n'a pas de crise du financement. C'est ce que vous observez sur les marchés de taux. Ouais. Valentine ou pas? Oui, il y a exactement le vrai sujet. Bon, on partage tous, c'est qu'on a du mal à faire baisser les dépenses publiques en France. Donc ça, c'est le vrai sujet d'un point de vue politique et économique qui nous amène énormément d'incertitudes pour tous les acteurs économiques, les ménages, les entreprises. Par contre, du côté des marchés, on ne voit pas de crise financière. La France, on a les taux qui montent quand même. Oui, exactement. La France, aujourd'hui, paye sa dette plus cher. C'est certes, mais elle peut toujours continuer de lever de la dette très facilement sur les marchés. On l'a vu cette semaine. Exactement, ça s'est extrêmement bien passé. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce que regardent les investisseurs, c'est les écarts de taux entre les différents pays de la zone euro. Et là, on voit que la situation de la France se détériore. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on observe... c'est accéléré quand même. Qui s'accélère, mais c'est quelque chose qu'on observe sur ces dernières années. Ouais. Les écarts ce qu'on regarde, c'est l'écart de rendement entre le 10 ans allemand et le 10 ans français. Quand on dit le 10 ans, c'est le taux d'emprunt d'État à 10 Exactement. Ans. Taux d'emprunt d'État à 10 ans allemand et le taux d'emprunt à 10 ans français, on était sur 0,35% en 2021. En 2024, on était à 0,5% et maintenant, on a accéléré à 0,8%. Et ce qui est aussi très... une comparaison qui est intéressante aussi, c'est que le taux à 10 ans français aujourd'hui se rapproche du taux 10 ans italien. Donc, ces niveaux de valorisation ne marquent pas un accident, ça marque pour moi un changement de régime qui illustre 2 choses. Un déclassement. Un déclassement déjà, une instabilité à court terme politique très forte, où on a une incertitude politique, et un déclassement qui est une dérive budgétaire structurelle à cause de niveaux de dépenses qui sont élevés et d'une croissance potentielle qui est aussi, elle, faible. Donc c'est plutôt un changement de régime que pour moi un accident. Mais l'autre chose importante, c'est qu'il y a toujours une demande qui est très forte pour la dette française. Pourquoi ? Parce que les gens se disent globalement, finalement, de toute façon, il y aura toujours la BCE, il y aura toujours les Allemands, c'est ça ? Elle n'est pas si mal. On regarde aujourd'hui, on est très très focalisé sur la situation politique. Quand même. Mais on est d'accord, il y a un sujet au niveau, mais on est quand même une note qui reste bien notée. On est 2 à moins. Ça ne va pas changer, ça ? On peut perdre un rating. On peut baisser d'une notation, mais c'est déjà dans les prix. Ouais. C'est déjà dans les prix si on regarde. Et puis on est dans la zone euro. Ne pas oublier que la BCE détient 1/4 de notre dette. Et puis il faut aussi noter, il n'y a pas de gravité à très court terme, parce que l'impact de ces niveaux de taux plus élevés sur la dette ne sera que très graduel. Notre dette, le budget est très mal géré, notre dette est très
très bien géré. Heureusement, parce qu'on fait que ça. Denis ? Oui, peut-être 2 marqueurs justement sur les points qu'a évoqué Valentine. Le premier point, c'est notamment sur la dépense publique. La dérive spontanée de la dépense publique, on ne la connaît pas véritablement, on la met dans une fourchette. Mais en gros, cette fourchette, c'est 1,2 à 1,6% spontanément de croissance de la dépense publique en volume. C'est plus que la croissance potentielle qui est à 1%. Ça peut apparaître pas beaucoup, cet écart, allez, on va dire, on prend le milieu de la fourchette, 1,4. Mais en fait, cet écart entre 1,4 de progression de la dépense publique en volume et 1 de croissance potentielle, en l'espace de 10 ans, quand vous prolongez arithmétiquement tout bêtement, ça vous fait une augmentation du poids de la dépense publique de 2 points de PIB en l'espace de 10 ans. Donc, on a déjà, chaque fois qu'on va mettre en œuvre... C'est le garrot, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, le nœud coulant. C'est le nœud coulant, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin c'est un peu cette idée-là, c'est que spontanément on ne maîtrise pas la dérivée. Et puis là-dessus, il y a effectivement une très bonne gestion de la dette, et on est encore dans une situation où le taux d'intérêt moyen pratiqué sur la dette, c'est 2%. Parce que c'est le fruit de la dette. Ça passe encore, et parce qu'on avait pas mal emprunté quand ça passe encore, parce qu'on avait, on a 2,5 de croissance nominale, donc pour l'instant ça passe. Mais avec 3,5 sur la nouvelle dette, progressivement, on va dépasser la croissance nominale, et dans ce cas, on passe dans l'effet boule de neige. André, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation actuelle ? Écoutez, pour un investisseur comme vous, qui investissez, vous investissiez beaucoup en France aussi. Oui. Alors moi, je regarde la composition, l'exposition des chiffres d'affaires des sociétés du CAC 40, par exemple, à la France. C'est pour illustrer peut-être aux auditeurs que quand on investit en bourse, on est aujourd'hui pas en train d'acheter un risque France. Donc, si on prend le chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires consolidés de toutes les sociétés du CAC 40 et on les pondère par les poids dans l'indice, on a une exposition en France qui n'est que de 15%. Alors, il y a des sociétés qui le sont davantage et des sociétés qui le sont bien sûr beaucoup moins exposées. Le reste de l'Europe, c'est à peu près 25%. Et donc, le reste du monde, c'est 60%. Voilà. Ceci dit, on a quand même connu depuis maintenant 2 ans, c'est un peu l'horizon sur lequel on parle ici, un dérating des indices français, c'est-à-dire la bourse française a moins bien performé que les bourses européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être révélateur d'un mal-être, mais qui montre on a déjà peut-être pricé un certain nombre d'éléments dans la bourse. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, parce que depuis début 2024, il y a un écart de 8 points sur la performance du CAC par rapport à l'indice Stoxx 600. Donc Stoxx 600, c'est vraiment l'indice général. L'indice général. Par contre, si on compare par rapport à l'Allemagne, qui relance très fort, c'est 30 points. Si on compare par rapport à l'Espagne, qui marche hyper fort, c'est plutôt 40 points. Vous voyez, donc, et même par rapport à l'Angleterre, qui honnêtement ne va pas très fort, ils ont aussi des gros problèmes budgétaires, c'est 15 points de retard. Donc vous voyez, les marchés ont quand même bien intégré toute une série de mauvaises nouvelles, et aujourd'hui, moi, j'arrive pas non plus à être pessimiste au niveau où on est aujourd'hui. Ça fait du bien. Louis, vous qui avez plutôt une exposition sur les valeurs internationales, quand vous regardez, mais qui avez géré des fonds small cap aussi, quand vous regardez cette situation-là, vous dites quoi ? Alors moi, comme André, je garde toujours l'exposition chiffre d'affaires. Effectivement, j'ai assez peu foi dans le chiffre d'affaires en France. Et moi, j'entends bien que la dette française a une longévité. Je crois qu'on a la duration est de 8,5 années. Et donc, c'est cet effet de nœud coulant, mais qui peut néanmoins, en l'absence de solution politique, parce qu'en fait, d'où vient ce déficit ? On voit qu'il vient essentiellement des dépenses de retraite et donc du traitement des personnes âgées. Et on sait que ce problème-là ne va pas se résoudre tout seul. Au contraire. Il est plutôt en train de s'accentuer. Avec le déséquilibre entre les inactifs et les actifs. Qu'on a, en fait, les personnes âgées sont la première clientèle politique. Ça veut dire qu'on est incapable d'augmenter. Vous êtes dans la croisade anti-boomer, vous savez. Non, c'est pas ça. Vous avez basculé là-dedans, c'est parti, c'est de la faute, ils ont pillé la planète. Il y a une CSG à 8%. Je sais que vous sentez concerné. Très bien, mais surtout, ça m'énerve. Mais il y a une CSG à 8%, on est incapable de la monter à 10%. Or, on sait bien que c'est dans ce traitement-là
qu'on va Donc devoir... toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts et toujours plus de boucs émissaires. C'est pas une question de bouc émissaire, c'est que quand on regarde la dépense publique, c'est pas tant les dépenses de fonctionnement de l'État qui ont augmenté. Je suis d'accord avec vous, il y a plein d'inefficiences, il y a plein de choses qu'on pourrait faire mieux. Notre économie pourrait être plus efficace, on sait qu'il y a plein de barrières à l'intérieur de l'Europe et en France, mais néanmoins, on sait que l'accroissement de la dette, on sait sur quel poste il s'est fait et on ne peut pas prétendre que c'est l'augmentation du nombre de fonctionnaires, même s'il y en a certainement trop. Ça s'est fait. Non, c'est le modèle social qui fonctionne. Voilà. Et donc, okay. On est tous par conséquent, quel homme politique, quelle personne politique sera capable véritablement de réformer ce modèle social? On connaît la réponse, personne. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir, à mon sens, une dette financière beaucoup plus vite que la dette ne le prédit. Et surtout une absence de moyens, parce qu'on a toujours eu un modèle qui fonctionnait par la relance. En fait, ce que ça prouve, c'est que quand on met plus de carburant, du carburant à fond perdu, il n'y a plus de croissance. Ouais. C'est ça qu'on est en train de montrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Peut-être que vous avez raison, le problème de la dette n'est pas très important, sauf que comme il y a de la dette, on ne peut plus dépenser, et quand on ne peut plus dépenser, on n'a plus de croissance. On n'arrive pas à générer, c'est ça, Denis, on n'arrive pas à générer. Alors on va en parler tout de suite. Ouais. J'anticipe pas que tout de suite, on va passer sur les scénarios pour l'économie française pour les mois qui viennent. Bon, on ne va pas essayer de se demander ce qui va se passer au niveau politique. Bon, franchement, personne n'en sait rien. J'entends des trucs toute la journée et personne ne sait. Il y a pas... Et puis de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas de solution miracle. On sait que de toute façon, peut-être, s'il y a des élections en 2027, voire avant, on ne sait pas qui va sortir vainqueur de tout ça. Donc on est rentré dans cette tourmente. Justement, moi, l'impression que j'ai... Alors j'entends ce que dit André, beaucoup d'entreprises françaises, heureusement habituées à avoir le poids de cette pesanteur en France, ont investi à l'étranger. Mais moi, vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils sont complètement déprimés, quoi. Ah oui, donc c'est quoi les scénarios? Essayons de dire qu'est-ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on doit s'attendre à 2 ans de croissance nulle? En tout cas, ce qui s'opère déjà, on a vu l'emploi ne progresse plus, enfin, il ne s'effondre pas. Hein. Attention, on n'est pas dans un moment où d'ores et déjà une crise économique qui passerait par des corrections, par des baisses d'emploi importantes interviendrait. On n'est pas dans cette configuration. Il y a une raison pour ça. Il y avait un retard. Il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande post-Covid. Oui. On est en train de l'absorber, on finit de l'absorber. Il a disparu. Quand vous regardez notamment les indicateurs de difficulté de recrutement, désormais on est retombé sur des niveaux donc maintenant habituels. On va rentrer dans le dur, non? Peut-être qu'on peut rentrer dans le dur, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas encore, même quand on regarde les climats des affaires et comment les entreprises se projettent sur l'emploi, elles ne disent pas je vais ajuster fortement mes effectifs. Mais en revanche, elles vont simplement geler leurs projets. Et donc je n'augmente pas mes dépenses d'investissement, mes embauches, je n'en fais pas plus. Et donc, on est dans quelque chose qui est totalement émollient, où on va aller chercher un peu la lumière qui est au fond du tunnel. C'est celle qui vient notamment de la relance que font d'autres pays européens. Une relance qui passe par de l'investissement. Donc, dans un premier temps, ça peut nous être bénéfique. Mais attention, on risque ce qui est devant nous, c'est de se prendre 6-0 par les Allemands. Au même titre qu'on a eu un si on se prend 6-0, est-ce que, comme on est dans la même poule qu'eux, finalement, à la fin, on gagne avec eux? C'est-à-dire que, est-ce que, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce qu'on arrive à chiffrer le ruissellement de la relance et de la croissance allemande sur la nôtre? Oui, il va y en avoir un petit peu, mais c'est pas ça qui vous change le marqueur. Ça peut pas nous sauver, ça. C'est pas ça qui change le marqueur. Et puis, surtout, vous ne maîtrisez plus du tout vos choix. C'est ça, un peu cette crise d'influence. Ouais. Je pense que ce que l'on ne mesure pas très bien, c'est combien la parole est désormais assez discréditée. Mais à la limite, on s'en fout. Même si on ramasse les miettes, est-ce que les miettes sont grosses ou petites? C'est pas anodin quand vous avez un contexte géopolitique aujourd'hui qui est celui que l'on connaît. Quand on est sorti du multilatéralisme et que l'on passe dans les négociations qui se fait uniquement sur un mode bilatéral, le fait que vous ne puissiez pas intervenir, que votre parole ne porte pas, ça a des conséquences très importantes. On l'a vu cet été avec ce qui s'est passé sur la négociation commerciale. Ça aurait probablement pas été la même chose avec une voix française un peu plus forte. Quels sont les scénarios pour l'économie française? C'est une croissance qui reste faible. On a une croissance cette année qui va... Nous, on anticipe autour de 0,8. Et vous, Denis? Oui, 0,7. Oui, okay. on est sur des... c'est pas 0 déjà? Non, déjà, c'est pas 0. C'est une croissance, une croissance sous le potentiel. Il faut quand même noter que l'inflation est assez faible cette année en zone euro. En France, on est à 1%. Donc, on est quand même loin des 2% de la BCE. Alors moi, je vais faire un peu de provocation, mais ce qui me gêne plus que la dette, moi, c'est la croissance faible de la France et surtout notre déficit en investissement, notre faible productivité.
Et le problème de cette dette, c'est que le problème de la dette et de la charge d'intérêt croissante, c'est que ça va limiter la capacité du gouvernement à soutenir l'investissement. Ça, c'est vraiment pour moi un premier point. Après, c'est pas juste la quantité de la dépense publique qu'il faut regarder, qui est chez nous quand même très élevée. On a quand même de la marge de manœuvre pour la baisser. On est à 57%. On est 7 points de plus que le reste, les autres pays de la zone euro. Mais c'est la nature. Ce surcroît de dépenses publiques, c'est destiné uniquement à soutenir pas l'investissement, mais à soutenir la consommation. Si ce surcroît de dépenses publiques servait à soutenir l'investissement, on serait dans une autre configuration. Et ce qui me gêne avec l'Allemagne, c'est qu'on peut avoir une divergence. On ne va pas forcément bénéficier des miettes, mais il y a une divergence entre l'économie allemande et l'économie française. L'Allemagne, ils sont en train de mettre des plans d'investissement massifs. Ils ont les moyens. Et ils ont les moyens. Ils ont bien géré leurs finances. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on va avoir une BCE qui va être réticente à baisser les taux. Bien sûr. Et si aujourd'hui on regarde les niveaux de taux dans la zone euro, moi je les trouve beaucoup trop élevés pour la France. Depuis le temps qu'on le lit. Il y a une chose que je ne comprends pas, Denis, excusez-moi, mais 0,9% l'année prochaine, alors que, je ne sais pas, on vient de dire tout est à l'arrêt, plus personne ne consomme, plus personne n'investit. Comment on fait 0,9% quand tout est à l'arrêt? Il y a déjà des choses qui sont toutes bêtes, la baisse des importations. Parce que vous n'avez plus de demande interne, la demande interne privée notamment qui va très peu progresser, ce faisant vous importez beaucoup moins, et quand vous faites moins d'importations, vous faites un peu plus de PIB. Vous avez aussi du côté du commerce extérieur, les nouvelles ont été quand même plutôt un peu plus positives que ce que l'on pensait. Regardez, on a un équilibre de la balance des paiements courants, ce qui est quelque chose d'assez nouveau côté français, c'est notamment avec des exportations en particulier de services, celles que l'on regarde moins, qui se tiennent quand même plutôt bien. Donc il y a quelques gisements qui sont encore là, et puis il y a encore un peu de dépenses publiques. Et ça, de la dépense publique, comptablement, immédiatement, ça vous fait de la croissance. Franchement, c'est plutôt rassurant. 0,9, je ne dis pas que c'est 2%, mais... oui, mais c'est la qualification de la croissance. C'est ça. C'est pas une bonne croissance. Mais regardez, dans le plan Bayrou, vous avez notamment les décaissements sur les plans d'investissement d'avenir ont été reniés. Et donc, ça dit bien qu'on ne se projette pas. Il y avait des projets de transformation incarnés dans ces programmes d'investissement d'avenir. Ceux-là n'échappent pas au tamis. André, vous avez dit, évidemment, le CAC 40, on va en parler des marchés tout à l'heure et l'orientation à l'étranger, mais vous parlez à beaucoup de boîtes françaises. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les dirigeants d'entreprise en ce moment, quand ils sont rentrés, vous leur parlez, ils vous disent quoi? Alors écoutez, certains sont étonnamment positifs, et moi je vais être plus constructif que vous tous ici, parce que à mettre au bilan des catalystes très favorables pour l'Europe, il y a non seulement le plan de relance allemand, mais il faut voir que le grand événement de cette année, peut-être il n'est pas assez commenté, c'est qu'en fait, avec l'appui bienveillant de Trump, quand même, et puis de J.D. Vance, l'Europe a décidé enfin de prendre en main son autonomie stratégique. Vous voyez, donc autonomie stratégique, ça veut dire relancer très fortement les investissements de défense. Et ça, c'est un véritable game changer. Vous voyez, les investissements de défense, ça veut dire faire plus de dépenses d'équipement, ça veut dire faire plus de recherche et développement dans la défense. Les budgets de défense étant tombés à des niveaux très bas, c'est normal que l'Europe ne puisse rien inventer. Regardez, la révolution technologique aux US, on se demande pourquoi l'Europe n'a rien. C'est tout simplement parce que l'Europe, pendant la guerre froide, n'a rien dépensé en défense et en spatial. Vous voyez, et donc aujourd'hui, le fait de relancer la défense, or il y a énormément d'inventions qui sont des applications militaires. Je cite l'avion à réaction, c'est une invention européenne d'ailleurs. Le radar, autre invention européenne, le nucléaire, alors ça c'est américain, il y a le GPS, il y a Internet, etc. Et donc le fait de le faire, ça va être un gros accélérateur sur le PIB. Deuxième chose, qui n'est pas très commenté, mais qui a une influence très directe sur les entreprises, c'est les conséquences du rapport Draghi. Et donc Draghi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fini l'idéalisme naïf, fini les bêtises comme le fait qu'on ait 34 opérateurs de télécom en Europe, alors qu'on en a 3 en Chine, vous voyez, donc 1 pour 13 millions en Europe, 1 pour 300 millions en Chine. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est un rapport. Non, mais c'est en place, c'est en train d'être mis en place. Vous voyez, des fusions sont en train d'être mises en place. Avec ces fusions, il y a des rationalisations qui sont mises en place et il y aura des effets kickers sur le PIB. Draghi lui-même le chiffre à 10% du PIB européen. Vous voyez, donc rien que ça, si ça ruisselle, alors ça va ruisseler lentement, mais c'est quelques dizaines de points de base
qu'on aura en supplément du plan de relance allemand. Voilà, donc moi j'ai plutôt tendance à mettre des lunettes roses. Dites donc, tant mieux. Écoutez, vous nous remontez le moral. J'avais pas la pêche en venant, mais vous m'avez redonné la pêche. En deuxième partie de l'émission, on va voir si vous nous donnez la pêche sur la bourse en général et le CAC en particulier. On va se demander quelle est l'allocation d'actifs dans cette période. Alors finalement, pas si tourmenté que ça, d'après ce que nous dit André. On va parler du top 3 et des conseils d'achat ou vente. À tout de suite. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et pendant que vous n'étiez pas là, le débat continuait. On a essayé de faire parler André en lui disant mais qu'est-ce qui te rend aussi optimiste, les dépenses militaires, mais les pays qui dépensent, finalement, ils vont acheter américain. Donc en quoi ça va nous toucher? Et ce que tu nous disais, André, c'est que globalement, c'est bien, quoi. Ça va dans le bon sens, qu'il va y avoir de l'innovation. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, tu vois un réveil de l'Europe, quoi. Je vois clairement un réveil de l'Europe et je pense que c'est quelque chose qui va être petit à petit discounté. Ça a été déjà très discounté dans les cours de bourse des entreprises de défense qui ont beaucoup monté cette année. Je pense que c'est un véritable game changer. Vous voyez, quand on passe aujourd'hui, le budget de la défense de la France, c'est 2% du PIB. Ouais. Dans ces 2% du PIB, l'essentiel part en salaire des militaires, en crèche des militaires, en costume des militaires, mais en costume d'apparat, mais très peu part en équipement. Vous voyez, et la France, par exemple, quand on me dit que la France... Comment on va financer, nous, notre dépense militaire? On n'a pas d'argent. Alors, mais ça va être progressif. C'est l'Europe qui va nous payer ça? Non, il y a premièrement un budget au niveau de l'Europe, les 150 milliards, et puis les pays qui individuellement relancent. Alors moi, ce que je voulais juste dire, c'est que la situation budgétaire et de la dette de la France, elle est pas très bonne, comme on le sait, mais la situation consolidée, et il y a un petit graphique qu'on peut montrer peut-être à l'écran, la situation consolidée de dette de l'Europe, elle est beaucoup plus favorable que celle des États-Unis. Mais de toute façon, sur l'Europe, on est presque tous d'accord avec toi. C'est-à-dire grâce à l'Allemagne et grâce aux pays du Nord. Voilà, il y a les Pays-Bas qui sont très bien. Il y a l'Espagne qui est très bien. Il y a les pays scandinaves qui sont très bien. On est un peu dans la situation de l'Italie, c'est-à-dire l'Italie du Nord qui traîne l'Italie du Sud. Les pays d'Europe centrale qui sont très bien, qui ont du leeway. Donc je veux dire, aujourd'hui, et c'est aussi en ratio de déficit budgétaire. Vous voyez, le déficit budgétaire. On voit le graphe à l'écran, c'est très intéressant. On va parler des marchés. Cette semaine, bof, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quand même beaucoup de climat d'incertitude. Bon, alors d'un autre côté, il ne se passe pas grand-chose, mais on rappelle quand même que les indices américains sont quasiment au niveau les plus hauts. Le Nasdaq est encore en hausse de 12%. Ce qui ramenait, je le répète tout le temps, parce que évidemment, on a beaucoup de gens qui appellent leur gérant de valeur américaine en leur disant « mais je comprends pas, tout le monde fait 12% et toi tu fais 0 ». Mais en fait, il faut juste leur expliquer qu'il y a le cours de change. Et donc, finalement, Nasdaq en euros, ça n'a pas fait grand-chose. Et même le S&P et le Dow Jones, c'est en baisse en euros. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des marchés? C'est-à-dire qu'il y a deux questions qui se posent aujourd'hui, et André, tu vas revenir là-dessus. Louis, il y a deux questions qui se posent. La première, qu'on rebâche à chaque fois, c'est est-ce que les marchés américains sont surévalués? On nous sort des indicateurs qui nous disent c'est très très cher, très concentré, donc très dangereux. Première question. Puis la deuxième question, c'est effectivement nous, la France et nous, l'Europe, on a fait un tout petit peu de rattrapage en début d'année qu'on est en train de reperdre. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on est en septembre et statistiquement, le mois de septembre n'est pas incroyable sur les marchés, donc on est prudent en septembre. Il faut y croire à ces trucs-là? C'est pas qu'il faut y croire, c'est qu'effectivement, notamment aux États-Unis, il y a des facteurs d'imposition qui font que en septembre, c'est pas très favorable. C'est d'ailleurs le plus mauvais mois de l'année historiquement, alors qu'on pense que c'est octobre parce qu'il y a des cracks. Non, mais en fait, c'est septembre. C'est septembre. Donc très bien, ça nous laisse le temps de la réflexion. Après, moi, je suis structurellement investisseur dans les marchés parce que je pense que c'est ce qui produit le plus de richesse dans le temps, mais néanmoins, on joue sur des scénarios et des risques et même si on pense qu'aujourd'hui l'économie américaine montre des chiffres qui sont peut-être plus favorables que ce qu'on aurait pu attendre compte tenu de tous les chocs politiques qui ont été subis ces derniers temps, il faut garder à l'esprit que, et donc être prudent sur des mesures de risque autour de la devise américaine, mais des devises de manière générale. On parlait de l'endettement tout à l'heure.
On a bizarrement l'or qui monte alors que les taux d'intérêt montent. Ça veut dire que de manière générale, il y a peut-être une défiance des investisseurs sur l'ensemble des devises mondiales. Donc on n'est plus sur la variation d'une devise par rapport à l'autre. Donc ça incite à une certaine prudence. On ne connaît pas encore les effets de la politique de M. Trump sur les droits de douane dans la consommation américaine. Et surtout, comment va-t-on croire? On attend aujourd'hui les chiffres de l'emploi vendredi, les chiffres de l'emploi aux États-Unis, sachant que la statisticienne qui les délivrait s'est fait virer sur la dernière livraison de chiffres. Donc est-ce qu'on va arriver dans quelque chose... Mais toi qui investis dans la tech américaine, est-ce qu'aujourd'hui, je te pose une question qui est très simple, c'est est-ce que les valeurs américaines technologiques qui représentent aujourd'hui une part phénoménale de la capitalisation américaine, donc une part phénoménale de la capitalisation mondiale, est-ce qu'elles sont surévaluées? On est dans le plus grand programme d'investissement que l'humanité ait connu avec les programmes actuels d'investissement sur les data centers, si bien qu'il y a même un effet d'éviction sur la construction immobilière aux États-Unis. Oui, mais même Sam Altman dit il y aura de la casse, on investit trop. Tout à fait. Alors, mais la question que pose Sam Altman, c'est pas celle de savoir si l'IA de manière générale va être une révolution technologique, c'est est-ce qu'on risque de vivre ce qui s'est passé en 2000, c'est-à-dire qu'on a surinvesti trop tôt. Voilà. Donc ça, je dirais que... c'est quand même essentiel, parce que si on a surinvesti trop tôt et qu'on se retrouve en situation de 2000 par rapport à l'Internet, évidemment l'Internet est rentré dans les usages, mais en attendant, on s'est pris c'est sûr qu'on arrive à 500 milliards d'investissements et on devrait culminer à 1000 milliards en 2030 d'après les projections qu'on a aujourd'hui, et qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de calculer le chiffre d'affaires. Il y a eu justement un rapport du MIT qui dit que... Donc ma question c'est... c'était ma question, en fait. Voilà, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, dans la technologie, il y a plusieurs avenues. Il y a le hardware et le software. Aujourd'hui, le hardware est peut-être à certains égards surévalué, mais le software est complètement sorti de tous les portefeuilles des allocations technologiques pour la simple raison que les gens pensent que l'IA va disrupter le software. On ne peut pas penser les deux. On ne peut pas penser que d'un côté c'est trop cher et que de l'autre ça va être disrupté. André, de façon générale, je sais que vous n'aimez pas chez Moneta parler des niveaux généraux des marchés, que vous nous dites toujours, toi et Romain, il faut voir les valeurs spécifiquement. Mais ton impression générale, compte tenu de ton expérience par rapport au niveau des marchés, c'est quoi? Alors moi, ce que je note, c'est que depuis le début de l'année, et il y a peut-être un graphique qui peut l'illustrer, depuis le début de l'année, les anticipations de croissance américaine avec la politique cacophonique de Trump ont plutôt baissé. Elles ont généré un attentisme, alors hors certains secteurs qui sont booming, mais de façon générale, l'Amérique cale, et on avait sur les 3 prochaines années, plutôt en début d'année, des attentes de croissance cumulée d'autour de 7% aux États-Unis, croissance économique cumulée, alors qu'en Europe, on était autour de plutôt 3%. Et là, avec le Liberation Day aux États-Unis, ça s'est baissé autour de 5, et l'Europe est passée entre 4 et 5. Donc voilà, donc d'un écart où on avait plutôt 4 points d'écart de perspective de croissance, donc un écart très significatif, parce que ça veut dire que c'est plus d'1 point par an. On est passé à quelque chose qui est beaucoup plus resserré. Et donc ça, c'est grâce à la relance allemande, grâce à l'effet de programme de remilitarisation de l'Europe, grâce aux effets, je pense, du changement de dogme de la Commission européenne. Et donc, on devrait... Si ce mouvement se poursuit, alors bien sûr, on ne sait pas comment va évoluer la politique de Trump, mais on ne peut pas exclure qu'elle continue comme ça. Oui. Et donc, si cela reste à ces niveaux d'écart, eh bien, les valorisations doivent, toutes choses égales par ailleurs, se resserrer. Voilà. Donc, voilà mon constat. Donc, ça veut dire quoi? Ça peut se resserrer par la baisse des valorisations américaines et la hausse des valorisations européennes. C'est ça. Voilà. Juste, élément fondamental, évidemment, sur les mois qui viennent, ça va être le niveau des taux d'intérêt et le niveau des taux d'intérêt à long terme. On lit partout que d'un coup, tout le monde s'est réveillé, s'est aperçu qu'il y avait de la dette et qu'il fallait financer la dette. Voilà. Et donc, on a l'impression qu'on vient de découvrir qu'il fallait financer une dette alors qu'elle augmente depuis des années partout et que tout le monde emprunte plus, à commencer par les États-Unis.
Le niveau des taux d'intérêt dans les mois qui viennent, taux d'intérêt à long terme, américains, européens, français, c'est quoi vos anticipations chez Amundi? Alors, sur les taux longs, on va continuer. Pour moi, il faut rester assez prudent. Hein. C'est difficile sur les 30 ans, par exemple, de mettre des niveaux de taux parce qu'on est rentré dans un nouvel environnement où les besoins de financement des États, et ça, c'est une histoire qui est valable pour tous les pays développés, sont en très forte augmentation, hein, avec le vieillissement de la population, le besoin de financer la défense, la transition vers les taux longs. Les taux longs, il faut être prudent. On peut toujours avoir des pressions sur... C'est quand même les taux longs, l'élément déterminant, non? Pour les marchés. Je dirais, sur la partie très longue, le 30 ans, ce qui finance les économies, on se finance sur le 10 ans, on ne se finance pas sur le 30 ans. Hein. Sur le 10 ans, je trouve que les taux allemands sont là où ils devraient être, hein, des taux à 2,8. Les taux américains peuvent être peut-être un peu plus élevés. Hein. Je dirais il y a quand même, le marché a anticipé déjà beaucoup aujourd'hui sur l'économie américaine, avec un taux de la Fed qui arriverait à 3%, c'est beaucoup. L'économie américaine, certes, va ralentir, mais il reste des fondamentaux solides hein, sur l'économie américaine. Et les taux français? Sur les taux français, pour moi, je verrais le spread peut-être reculer un peu si on a des bonnes nouvelles hein, du côté de notre gouvernement, mais on est pour moi sur une fourchette de spread sur les Français qui resterait entre 75, au niveau de 75. J'ai du mal à voir... Au niveau actuel? Au niveau actuel, un petit peu de recul, mais honnêtement, j'ai du mal à voir à ce qu'on revienne sur le régime qu'on avait avant. Alors justement, dans ce contexte-là, la question que je vous pose, qui est évidente, c'est quelle est la location d'actifs qu'il faut avoir, quel placement privilégié? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à investir sur la poche taux d'intérêt? Alors moi, je serais très confortable de continuer à investir sur le crédit. Hein. Le crédit, c'est intéressant parce que les fondamentaux des États, on s'interroge tous sur les fondamentaux des États, les fondamentaux des entreprises restent bons. Donc le crédit, pour que les gens qui nous écoutent, c'est les emprunts d'entreprise. Exactement. C'est ça. Et donc là, on investit comment? On investit par des fonds qui sont spécialisés là-dedans? Ils sont spécialisés sur le dedans. Il y a des ETF, il y a des fonds également. Donc ça, vous nous dites, continuez sur le crédit des entreprises, des emprunts, et ça à travers des fonds. Et États-Unis, Europe, France? États-Unis, Europe. Nous, on favorise l'Europe. On continue toujours d'avoir des flux positifs sur ces fonds. Il y a une demande qui reste très forte sur ces fonds. Les fondamentaux des entreprises sont bons et les rendements restent attractifs par rapport au long terme. André, si j'ai bien compris ce que tu as dit, globalement, toi, ta recommandation, c'est de miser sur l'Europe et les actions. Clairement. On mise clairement sur les actions européennes. Parce qu'il y aura des surprises économiques positives, à mon avis, en Europe, et donc macroéconomiques, et donc forcément, ça va ruisseler sur la microéconomie. Il y a beaucoup de secteurs qui sont bien portants. Par exemple, des choses qui ne sont pas très connues, mais le tourisme se porte de façon merveilleuse. Bon, ça porte bien sûr les pays du sud de l'Europe. Ouais. C'est un des effets de la politique Trump. Ce n'est pas très connu, mais c'est quand même un secteur qui fait 10% du PIB de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de catalystes positifs et les valorisations sont attractives. Louis, en allocation, je sais que tu es évidemment très action et très action tech américaine, mais aujourd'hui, si tu devais conseiller quelqu'un, tu lui dirais quoi? Non, ça fait quelques temps que je recommande aussi les minières aurifères, et ça a été assez gagnant, et je pense que c'est un hedge qui est assez intéressant par rapport aux risques qu'on a à l'heure actuelle, avec une baisse tendancielle de l'intrant principal qui est le pétrole et une hausse de l'or. Donc plus les minières que l'or lui-même. Hein. Oui, plus les minières. Oui, parce que les actions, c'est toujours plus intéressant qu'une matière inerte. L'autre chose, c'est qu'on s'intéresse assez peu à l'Asie du Sud-Est, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une des zones dans lesquelles on trouve de la valeur et de la croissance, ce qui me paraît intéressant. Et effectivement, plutôt les small caps, ça fait des années que les small caps vont revenir. Cette année, en Europe, finalement, on a trouvé des belles performances sur des small caps. Et finalement, aux États-Unis aussi, on a des valorisations qui restent raisonnables sur l'indice Russell 3000, donc mais je resterai évidemment investi dans la tech. Alors le logiciel me paraît une poche value aujourd'hui, et j'ajouterais que quand même les géants de la tech, je pense notamment à Alphabet, sont des boîtes qui restent très intéressantes dans les moments qu'on traverse. Pas si cher parce qu'il y avait un risque autour du département de la justice. Denis, juste un tout petit point technique, économique. On anticipe, s'il y a un changement à la Fed en mai, une baisse des taux drastique, on pourrait descendre à 2%, pourquoi pas. Le dollar donc, pourrait décrocher encore plus. Quel impact sur la croissance européenne ? La baisse du dollar. L'impact, alors... la baisse du dollar et la hausse de l'euro. La dépréciation du dollar, c'est vrai qu'en fait, ça cumule un peu tous les désavantages. Moi, j'aime bien regarder ce qui s'est passé depuis 3 ans en termes d'écart d'évolution des prix
sur les prix des exportations. En fait, on a un choc de compétitivité pour l'Europe qui sera peut-être un élément de modération, un choc de compétitivité qui est massif par des écarts d'évolution de prix en monnaie nationale et qui est accentué par cette dépréciation. Donc oui, c'est quand même un point de fragilité qui est donc quand même assez important. Alors, simplement un ordre de grandeur, 30 points d'écart d'évolution des prix de production entre la Chine et la zone euro pour ce qui est la production des produits manufacturés en l'espace de 3 ans. C'est massif comme choc. Allez, on passe tout de suite au top ou le flop de la semaine. Valentine. Alors moi, ça va être un flop avec la hausse des droits de douane en Europe. C'est pour remettre un petit peu dans la balance négative pour l'Europe. Moi, il y a 2 choses qui me gênent. Bon, oui, les produits européens vont être moins compétitifs aux États-Unis. Faut se rappeler que le marché américain, ça avait quand même été quelque chose de très positif pour l'Allemagne. Ça avait permis de compenser les pertes de parts de marché en Chine et le ralentissement de l'économie chinoise. Et l'autre point que je surveillerai de très près, c'est la compétitivité entre les produits chinois et les produits allemands. Si on regarde les importations de produits chinois en Allemagne, aux États-Unis, ils ont un recul de plus de 10% depuis 2017, alors qu'en Europe, depuis 2017, les importations de Chine, de produits chinois, ont augmenté de 50%. La vraie question, moi, avec ce durcissement des conditions au niveau des échanges, un peu le déversoir. C'est que la Chine redéploie ses exportations vers l'Europe. Donc ça, c'est à surveiller. Louis. Moi, c'est un peu le flop de la rentrée, c'est la nomination de Steven Miran à la Banque centrale américaine. Il faut savoir que c'est un économiste, c'est le chef économiste, enfin le conseiller principal de Trump. Il a quand même des théories non orthodoxe, je pense qu'il ne serait pas tout à fait approuvé chez Eric Secode. Mais il aurait sa place, ça c'est votre argent. Notamment l'une qui est de l'affaiblissement durable du dollar. Et ça, c'est une vraie question, d'où ma question sur l'or tout à l'heure et sur les risques, malgré tout, qui pèsent sur les systèmes financiers internationaux. C'est ce qui t'incite encore plus à recommander les minières. Tout à fait. André ? Moi, le mot top ou flop ? C'est un top. Le mot, c'est flux. Et quand je parle flux, c'est flux de capitaux qui affluent maintenant, depuis le début de l'année, massivement vers les actions européennes. On parle de 110 milliards de dollars, donc ça c'est les sources EPFR, c'est un organisme qui suit ces flux mondiaux. C'est de janvier à mai, c'est très significatif. Il faut savoir que ces 10 dernières années, l'Europe n'avait connu on voit le graphe qui s'affiche. que des retraits. Et encore, en cumulé, il faudrait donc ce n'est que le début, il faudrait 5 années de flux comme celui qu'on a connu pour compenser les 9 dernières années de pertes. Bon, mais c'est toujours bien. Voilà. Donc alors, je voudrais dire aux autres invités que André, il vient avec ses graphes. Ouais, et ça, c'est quand même fabuleux. Et ça, et vous arrivez à la... Louis, il n'a même pas un papier. Bon, Denis fait semblant, il a comme Emmanuel Le Chip la liste des commissions pour le week-end. Non, mais je ne savais pas qu'on pouvait venir avec des graphes. Il est venu avec 2 graphes, et je trouve que c'est 2 graphes très pertinents, et je pense que ça sera probablement le seul qui sera réinvité dans cette nouvelle saison. Denis, top ou flop ? Un top, c'est l'expression des patrons. En écho à la crise politique que vous avez évoquée au tout début, je trouve que c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau, ou en tout cas dans son ampleur. De plus en plus, les patrons, et en particulier le premier d'entre eux, s'expriment de plus en plus, vont dans l'arène, parce qu'ils remettent un peu un discours de rationalité économique dont on a quand même un peu besoin, et c'est très bien. Et moi, je sens une colère. C'est-à-dire qu'on est passé d'une sorte de découragement à un vrai énervement, je ne sais pas si vous le ressentez. C'est-à-dire que là, ça commence à faire trop, quoi. Ouais. Et puis surtout quand on remet à nouveau, on parle d'augmenter les impôts sur les entreprises qui font des profits. Bon, il y a un moment, il faut s'arrêter quand même. Exactement. Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants en tête. Notre ami Sébastien Lalvé avec une performance de 33,8%. Céline Picmal qui surfe sur la hausse de l'or principalement et des minières. Louis. 25% de hausse, Eric Blaine qui a une gestion très value en hausse de 20%. Je vais me retourner. Est-ce qu'on a toujours en cette saison la musique qui fait peur ? Ah ouais, on l'a toujours. Celle-là, elle n'a pas changé, quoi.
Alors on y va, l'équipe Moneta, je vais vous donner votre portefeuille et vous allez me dire ce qu'on fait. On a du Alten. On garde. On a du BNP. Bon, ça va. Ça va. Vous êtes toujours très positif sur le secteur financier. Vous étiez très très bullish. Et vous avez pris tout le rebond. On a Bravo. allégé. Le secteur a bien marché. On a pris un peu de profit sur les banques françaises. On a construit quelques lignes en banque grecque. Voilà, c'est original. Ah ouais. Mais la Grèce elle est sortie de son purgatoire. Elle a fait vraiment un gros travail de restructuration de son économie. Si je pensais un jour qu'il y aurait quelqu'un qui recommanderait des banques grecques sur ce plateau. Alors, je n'en inclus pas ici, mais non, mais c'est intéressant. Sur les banques, voilà. Téléperformance. Alors là, on la sort. D'accord. On prend nos pertes. Ok. Et Téléperformance souffre notamment très fortement de baisse sur des contrats. Et en fait, ils assuraient, c'est un business pas très connu, mais ils assuraient la traduction pour les non-américains de services quand ceux-ci passaient devant la justice ou dans les hôpitaux. Or, comme aujourd'hui les étrangers se tiennent plutôt dans leur maison et ne sortent pas de peur d'être déportés, voilà, ce business bat du pont l'air. Et honnêtement, je pense qu'on ne voit pas le bout du tunnel à court terme. On va aller très rapidement sur le reste du portefeuille. Bon, les poulets, on adore. LDC, on garde. Oui. Saint-Gobain. Oui. Commerzbank. Oui. DSV. DSV, on lâche. C'est une société qui est victime un peu des pressions sur le commerce mondial. Voilà. Unibail, Rodamco. On garde. Qu'est-ce que vous pensez là justement avec la tension sur les taux, le secteur de l'immobilier Alors Unibail, elle est très bien financée à très long terme. Donc elle génère des gros free cash flow yield, donc je ne vois pas. Ils gèrent aussi bien leur dette que la France, donc comme nous disait Valentine. UCB. UCB, on garde. Qu'est-ce qu'on achète, André? Alors, on achète du Canal+. Canal+, c'est une société qui est vraiment, c'est du deep value. C'est une société nouvelle sur la Bourse de Paris, puisqu'elle est issue du spin-off de Vivendi. Elle avait, au début, très mal communiqué, mais elle a beaucoup de potentiel. Elle est en train de racheter son concurrent sud-africain, donc elle va quasiment doubler en nombre d'abonnés. Il y a un gros potentiel de redressement de rentabilité sur le business français. Et puis, ils vont sur le cinéma aussi. Et voilà, et puis ils ont des petites initiatives sur le cinéma. Bon, je rappelle que la maison connaît très bien le groupe Vivendi, puisque vous nous avez recommandé très longtemps le groupe Vivendi. On l'a sorti au bon moment, d'ailleurs, avant le spin-off, bravo. Et donc, vous connaissez bien et Vivendi et toutes les filiales. Et Canal+, voilà. Et moi, quand je devais être critique sur Canal+, je n'avais pas peur de l'être. Non, mais vous l'avez été. C'est plutôt, je suis en train de le recommander. Bon, Louis, il va falloir lui mettre une musique qui fait très peur, lui. Louis, la France vous regarde. Absolument. Snowflake. On garde. Bill.com. Ça, on va sortir, on va prendre la perte. Pourquoi? Parce que c'est une PME dans le logiciel qui se développe plus assez vite, donc il y a un problème concurrentiel et donc on n'est plus au point sur cette société. André, je suis passé rapidement quand même sur Commerzbank. Commerzbank en hausse vous avez dans le portefeuille en hausse de plus de 100% depuis le début de l'année. Oui, mais c'est peut-être pas fini parce qu'il y a une histoire spéculative. Depuis le temps, ça fait à peu près 40 ans qu'on nous dit que ça va finir par arriver. Quoi. Là, elle est bien en cours. Voilà. Tant mieux. Monday. On garde. Élastique. Très joli résultat récemment, on garde. MongoDB. On garde, très beau résultat aussi. GitLab. GitLab, on va en sortir. Les résultats n'étaient pas mauvais, mais je pense qu'il y a aussi une pression concurrentielle sur le codage automatique. Donc, Procore. On garde. Braze. Braze, on va sortir. Ça fait partie un peu des logiciels qui sont peut-être mis en cause par le marché sur la disruption de l'IA. Adyen. On garde évidemment. SentinelOne. On sort aussi, c'est dans la cybersécurité. C'est le grand nettoyage de la rentrée. Nettoyage de la rentrée, c'est une société de cybersécurité, mais qui s'occupe de ce qu'on appelle les endpoint solutions, c'est-à-dire les ordinateurs, enfin tous les points d'accès, et qui est concurrencée par des grandes plateformes comme CrowdStrike, Palo Alto, et donc. Salesforce. On garde pour l'instant. Viva. Ça, on garde. Et CyberArk. Alors CyberArk vient de faire l'objet d'une OPA par Palo Alto. Alors on apportera, mais ça va mettre du temps parce que c'est payé en titre Palo Alto. Donc on va la garder pour l'instant puisque c'est comme avoir des titres Palo Alto. Il n'y a que 10% qui est versé en cash et donc ça nous va bien, c'est une valeur intéressante. Qu'est-ce qu'on achète, Louis? Alors on achète du beaucoup plus gros puisqu'on va acheter du Broadcom. OK.
Broadcom, c'est une entreprise américaine très intéressante qui a réussi à s'insérer finalement dans cette espèce de monopole de Nvidia avec des puces, des semi-conducteurs qu'on appelle les ASICs. D'abord, c'est une société un peu hybride qui est, on va dire, grosso modo, moitié logiciel, moitié semi-conducteur. Et les ASICs, finalement, sont des puces ultra spécifiques qui permettent de faire une seule action. Mais cette action, elle la fait de manière extrêmement efficace et elle le fait en consommant beaucoup moins d'énergie. Or, ils sont en train de s'insinuer dans tout ce qu'on appelle l'inférence dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le moment, une fois qu'on a entraîné les modèles, où on utilise véritablement les modèles, et donc ils designent des puces, alors ils ne donnent pas le nom de leurs clients, mais très certainement Google, Meta et ByteDance, et ils viennent d'annoncer qu'ils ont, dans les résultats d'hier soir, un nouveau client pour 10 milliards de dollars sur le deuxième semestre de l'année prochaine. C'est un gros client, ça. C'est un gros deal, et c'est probablement, d'après le FT, OpenAI. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. Vous avez été très bons pour une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay, en podcast sur toutes les plateformes. Il faut absolument qu'on batte le record pour 2025. C'est votre argent sur BFM Business.